La suspension arrière de la Ferrari a coûté 2,5 millions d'euros et nous savions qu'elle ne fonctionnerait pas. Pendant 4 mois, on a parlé de cette mise à jour fatidique qui est finalement arrivée en juillet. D'abord testé au Mugello, puis présenté à Spa-Francorchamps, les résultats apparaissent enfin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir pourquoi la mise à jour de Ferrari n'a pas marché et ce qui était su à Maranello. Allons voir les déclarations de Ralf Schumacher et de Gérard Berger sur l'environnement de Ferrari. Il y a aussi quelques rumeurs venant d'Angleterre qui disent que Hamilton serait écarté en 2027 au profit d'un autre pilote. Il faut parler du double arrêt au stand pour le GP du Qatar. Ce week-end, il y a le GP de Las Vegas, donc attention à ça aussi. Enfin, parlons de Red Bull, de Christian Horner et d'autres sujets. Avant de commencer, je vous recommande de laisser un like de soutien et nous verrons tout cela en détail. À Maranello, ils savaient déjà à l'avance que cette mise à jour de la suspension arrière ne résoudrait pas les problèmes de la voiture, et malgré cela, ils ont quand même décidé de la produire en dépensant plus de 2,5 millions d'euros. Le problème de la SF25 remonte à loin. Déjà sur les bancs dynamiques, lorsque le véhicule n'avait pas encore touché la piste, le groupe dirigé par Luc Zera avait compris que quelque chose n'allait pas. L'arrière du train ne fonctionnait pas correctement, instable, difficile à contrôler et incapable de travailler efficacement près de l'asphalte sans trop consommer le plank. Lors des tests à Barrena, la confirmation est arrivée. Ferrari ne pouvait pas exploiter la hauteur de caisse idéale, celle testée dans le projet initial. Cela signifiait une chose très simple, moins de charge aérodynamique dans toutes les conditions. D'autres équipes, McLaren et Red Bull en tête, ont compris comment déplacer le point d'usure du fond vers l'avant, protégeant ainsi les zones critiques. Ferrari non, et le résultat est que chaque fois qu'ils essayaient d'abaisser la voiture, la SF25 sortait de la fenêtre d'utilisation. L'idée de Ferrari a été de changer la cinématique arrière, en effet pour essayer de corriger la situation Ferrari a arrêté les autres mises à jour et s'est concentré presque exclusivement sur la suspension arrière. L'objectif était de stabiliser la plateforme aérodynamique dans les phases les plus délicates, surtout lors du freinage. Ils ont donc modifié le premier bras du triangle supérieur, le point d'attache a été déplacé verticalement et longitudinalement, allongeant le lien et augmentant la fonction anti-lift. En termes simples, ils voulaient un arrière qui s'enfonce moins lors du freinage. Dommage qu'en augmentant l'anti-lift, on risque d'aggraver l'affaissement à l'accélération. C'était un compromis délicat, et en effet, le comportement global de la voiture était resté pratiquement le même. La vérité est que la mise à jour n'a rien résolu. La mise à jour apportée sur la piste lors du GP de Belgique n'a fait qu'élargir légèrement la fenêtre de réglage. Utile? Oui. Résolutif? Non. Les soucis initiaux, la hauteur de caisse, la consommation de la planche, le train arrière instable sont restés. Mais l'arrière était plus lourd que Ferrari ne le savait déjà. Voici la partie spectaculaire. Avant de passer en production, la nouvelle suspension a été testée pendant des jours au simulateur. Un pilote d'essai de chez Ferrari, dont le nom n'a pas été mentionné, mais qui est l'un des 3 habitués réguliers du simulateur, a été extrêmement clair lors du briefing final. N'investissez pas dans cette mise à jour, le problème ne se résout pas. Le retour était clair. Après 2 jours de sessions intenses, le pilote avait conclu que la mise à jour n'apporterait pas de réels avantages. Cependant, Ferrari n'a pas trouvé de confirmation dans les données et après des semaines sur le projet, ils ont pris une décision lourde aujourd'hui. Ils ont quand même construit la suspension. Ensuite, ont suivi les tests au 7 Post Rig qui n'ont pas convaincu. Cela explique le retard avant le début sur piste. Le coût de plus de 2,5 millions d'euros est un autre point critique. La mise à jour a nécessité un investissement supérieur à 2,5 millions d'euros, soustraits au budget cap et donc à d'autres développements potentiellement plus utiles. C'était probablement une tentative désespérée, mais il était peut-être juste d'essayer. Parfois, seule la piste peut confirmer ou infirmer les simulations, mais ici, la piste n'a pas sauvé la situation. En somme, une mise à jour déjà morte-née. La suspension a donné à Ferrari un peu plus de marge dans les réglages, mais n'a jamais résolu la véritable limite de la SF25, à savoir un arrière qui ne fonctionne pas aux hauteurs nécessaires pour extraire la charge du fond. Le projet était mal conçu dès le départ, et cette mise à jour n'avait pas les bases pour changer la saison. Le plus dur à accepter est que Ferrari le savait et l'a fait quand même. Le point clé est que Ferrari a dépensé plus de 2,5 millions d'euros pour une mise à jour qui n'a ensuite pas fonctionné, ou plutôt n'a pas amélioré les performances de la Ferrari sur la piste. En effet, tandis que McLaren et Red Bull usent davantage le fond à un endroit non contrôlé par la fédération, car le plank est consommé dans des zones éloignées des capteurs de la fédération où les contrôles sont effectués, à l'inverse, Ferrari, lorsqu'elle abaisse beaucoup la monoplace, use beaucoup le plank à l'avant et à l'arrière, là où les capteurs de la fédération interviennent pour mesurer l'usure excessive du plank. Et ici, nous comprenons bien pourquoi l'élimination de la disqualification en Chine, lorsque Ferrari avait finalement maintenu le rythme des autres grandes équipes, démontrant qu'elle était une voiture supérieure aux autres. Lors de cette course-là, la Ferrari n'était pas légale selon la fédération.
La mise à jour de la suspension arrière n'a donc pas montré d'amélioration visible, ce qui nous fait réaliser que des mois de développement n'ont pas vraiment impacté la SF25. Peut-être que cet argent aurait pu être mieux investi ailleurs. Écoutons les rumeurs d'Angleterre sur Hamilton. Lewis Hamilton et Ferrari se sépareront en 2027. Selon plusieurs sources, l'écurie a déjà choisi son successeur, Oliver Bearman. Ce sont les indiscrétions en Angleterre et ce n'est plus une simple rumeur. À Maranello, il le voit comme un talent à sécuriser avant qu'une autre équipe de premier plan ne l'emporte. Un point est sûr, Hamilton restera chez Ferrari en 2026 pour piloter dans la nouvelle ère réglementaire. L'objectif est de lui offrir une dernière vraie chance avec une voiture totalement différente, des voitures à effet de sol qu'il n'a jamais appréciées. Le contrat avec Lewis Hamilton, qui entrera en vigueur après l'option actuelle, expire en 2027 avec plusieurs clauses qui lui permettent de décider de son avenir en fonction des performances. Si Hamilton se sent enfin à l'aise avec la Ferrari de 2026, il pourrait rester. Si au contraire le feeling ne se manifeste pas, le choix du remplaçant est déjà décidé. Le nom est unique, Oliver Bearman. Le premier à le dire sans détour est Günther Steiner. On lui demande si Bearman devrait remplacer Hamilton et sa réponse est nette. Si Hamilton n'est pas au niveau, Bearman doit prendre sa place. Il fait un travail fantastique. Steiner va même jusqu'à dire que Bearman a commencé la saison avec quelques erreurs, mais maintenant il est aussi propre que peu d'autres. Il bat un pilote plus expérimenté et bien mieux payé, et si Ferrari ne le promeut pas en 2027, il finira sûrement dans une autre équipe de premier plan. En somme, ce n'est pas seulement du talent, il est déjà prêt. D'Angleterre, il confirme que Ferrari l'a choisi et ce n'est qu'une question de temps. En effet, Ted Kravitz de Sky Sport Formula 1, quelqu'un qui connaît le paddock par cœur, en rajoute une couche. C'est aussi certain que le lever du soleil, Bearman remplacera Hamilton chez Ferrari. Il ajoute un détail important. Les NAS veulent le garder en 2026 pour le faire progresser sur les nouvelles voitures avant son passage chez Ferrari. Un parcours identique à celui fait par Leclerc à l'époque d'Alfa Romeo. Kravitz soulève cependant une ombre. Il n'est pas certain que Leclerc restera à long terme. Traduit, la ligne future de Ferrari pourrait également devenir Leclerc-Bearman, ou bien Bearman et un autre grand nom, dans le cas où Hamilton déciderait de rester. En somme, Hamilton reste le présent de Ferrari, mais Bearman représente l'avenir que Maranello ne peut pas se permettre de perdre. Pour cette raison, si 2026 ne convainc pas Hamilton, la Scuderia Ferrari bouclera la boucle. Le Britannique passera le témoin à un autre Britannique formé au sein de la pépinière Ferrari, et désormais considéré comme trop talentueux pour prendre le risque de le laisser partir. Et il y a encore des règles qui changeront pour l'année prochaine et qui seront confirmées le 10 décembre. Voyons cela en détail. Lewis Hamilton court toujours avec le numéro 44, une marque personnelle devenue iconique. Mais dès 2026, cela pourrait changer. Lors de la récente réunion de la commission de la F1 à Londres, dans les bureaux de la fédération, le nouveau règlement a été discuté et des décisions ont été prises, ouvrant un tout nouveau scénario. Les pilotes pourront changer de numéro durant leur carrière, une règle inédite à l'ère moderne. La décision revient aux équipes. Les numéros sont enfin libres. Depuis 2014, chaque pilote doit conserver le même numéro pendant toute sa carrière. La commission de la F1 a décidé d'éliminer cette contrainte. À partir de 2026, chacun pourra choisir de changer de numéro quand il le souhaitera. Qui le fera vraiment, c'est à voir, mais Hamilton pourrait être l'un des noms sur la liste. Il y a aussi d'autres décisions en vue de 2026. De nombreux sujets liés au règlement technique et à l'image des monoplaces ont été abordés. Le 10 décembre, les versions finales des règlements seront présentées. Technique, sportif, financier et opérationnel. Une base finale des règlements de 2026. Le sujet des 2 arrêts au stand obligatoire reste ouvert. La FIA, avec Pirelli et les équipes, l'examinera après les premières courses de 2026. Si le format échoue, il sera ajusté. Au moins 55% de la carrosserie devra être peinte. Fini les monoplaces tout en fibre de carbone. Dès 2026, chaque voiture devra avoir au moins 55% de sa surface extérieure peinte pour les rendre plus reconnaissables et éviter des grilles remplies de voitures gris carbone presque identiques. Et encourager les équipes à se démarquer visuellement. Le système de refroidissement des pilotes sera modifié. Le gilet de refroidissement introduit cette année a causé plus de soucis que de solutions. De nombreux pilotes se sont plaints et la FIA a décidé de repenser l'ensemble du système en visant la version la plus efficace dès 2026. Ce sont les principaux changements que nous verrons l'année prochaine. Ce sera intéressant de voir si des pilotes changeront leur numéro de course, ainsi que la règle sur les arrêts aux stands obligatoires et sur les voitures peintes. Il est important d'avoir des voitures peintes à plus de la moitié, donc je suis d'accord avec cette règle pour les rendre uniques et identitaires. Mais voyons les déclarations de Ralf Schumacher sur Leclerc. Lars Schumacher envoie un message très clair à Charles Leclerc, ne fais pas trop confiance à Ferrari, prépare un plan B. Il fait tout ce qu'il peut, mais cela ne suffit pas. Pour Schumacher, la saison de Leclerc est solide. 7 podiums avec une voiture qui ne marche pas et des performances toujours à la limite. Mais ce n'est pas le point. En parlant à Sky Sport Germany, l'ex-pilote a été direct. Si j'étais Leclerc, je me demanderais quel sens a tout cela. Schumacher le loue, le qualifie de garçon sympa, parfait pour Ferrari. Il rappelle qu'il est proche du mariage et qu'en tant que personne, il incarne l'image que Maranello veut.
Mais ensuite vient le coup dur, on ne peut pas se fier uniquement à la bonne volonté. Ferrari a déçu tout le monde, l'arrivée de Hamilton devait être l'étincelle de la relance. Au contraire, la réalité a été tout autre. 2025 sans victoire, la Scuderia a chuté à la 4e place dans la course au championnat des constructeurs. Aucun week-end où Ferrari n'a paru en position de gagner. Le point de rupture sur les mots durs de John Elkann envers les pilotes. Qu'ils parlent moins et conduisent plus. Une phrase qui a amplifié le mécontentement parmi les fans et ajouté de la pression sur un environnement déjà tendu. J'aurais déjà envoyé mon manager demander des explications. Schumacher a dit qu'il ne tourne pas autour du pot. Et il ajoute « J'avais toujours un plan B dans ce genre de situation ». Leclerc devrait faire pareil, je ne me laisserai pas duper. Le message est clair, Leclerc doit rester lucide, ne pas se laisser emporter par les promesses et surtout ne pas lier son avenir uniquement à une Ferrari qui ces dernières années a plus déçu que tenu ses promesses. Et la question cruciale est, que fera Leclerc ? Ferrari est sa maison depuis toujours, l'équipe où il a grandi et forgé son identité en Formule 1, et l'équipe qu'il aime depuis l'enfance, ayant toujours voulu courir pour Ferrari. Combien de temps peut-il patienter ? L'année 226 apportera un nouveau règlement, une nouvelle voiture et une révolution technique. Si Ferrari ne décolle pas vite, Leclerc devra choisir. Rester fidèle au projet ou envisager d'autres options. Et si Ralf Schumacher incite Leclerc à envisager un plan alternatif, à explorer d'autres écuries où il pourrait viser le championnat, alors on évoque des équipes de premier ordre telles qu'Aston Martin, McLaren, Mercedes ou bien Red Bull. D'un autre côté, l'ex-pilote Gerhard Berger se montre plus prudent. Berger avertit Ferrari. Quand vous ne gagnez pas, tout le monde s'énerve. Il faut rester calme. Rappelons qu'il s'est écoulé plus d'1 an depuis la dernière victoire de Ferrari, le succès de Carlos Sainz à Mexico en octobre 2024. Une période de 17 que personne à Maranello ne s'attendait, surtout après une fin d'année 2024 en progression, où la Scuderia avait même frôlé le championnat des constructeurs face à McLaren. Berger connaît bien Maranello, ayant couru 96 Grands Prix et remporté 5 victoires avec la Scuderia. Il analyse ainsi la saison 2025 de Ferrari. Chez Ferrari, les attentes sont toujours plus hautes que chez les autres. S'ils finissent comme au 4e, ce n'est pas assez. Ferrari est près de la 2e place, mais cette position n'est jamais vue comme un objectif acceptable pour Ferrari, c'est le strict minimum. C'est là que la pression naît. Quand les résultats ne suivent pas, tout le monde devient émotif. Berger parle aussi des propos d'Elkann qui ont suscité de vives réactions chez les supporters. Quand le succès n'est pas là, tout le monde devient émotif. C'est dur pour les mécaniciens, ingénieurs, managers, pilotes. Le message est clair. Ce n'est pas juste un souci technique, c'est un problème d'environnement, de nervosité et d'attente. Sur ce point, Berger est d'accord avec Juan Pablo Montoya, qui partage la même opinion que le pilote autrichien. Cependant, Berger défend les pilotes. Leclerc bosse bien, Hamilton fait tout pour gagner un autre championnat du monde. Le problème ne vient pas d'eux, c'est le contexte qui ne fonctionne pas. La chose la plus importante est de rester unis. En effet, le conseil de l'ancien pilote autrichien est simple et lourd de sens. Calme, continuité et cohésion. Et il ajoute un exemple précis. Quand Jean Todt est arrivé, il a fallu des années avant que Ferrari ne devienne l'équipe dominante que tout le monde se rappelle. En d'autres termes, on ne reconstruit pas une équipe gagnante en déplaçant les fautes ou en perdant la tête. Il faut de la stabilité et un projet à long terme, même si les résultats tardent à arriver. On verra si les résultats viendront à long terme. La vision de Berger est plus rationnelle, il faut du calme et de la lucidité pour l'avenir, surtout que, soyons clairs, la Ferrari de cette année était un projet raté. Cependant, il y a de grandes attentes pour l'année prochaine, notamment parce que l'équipe est choisie par Vasseur avec Loïc Serra, Jérôme D'Ambrosio, plusieurs techniciens sont arrivés chez Ferrari, d'autres sont partis. Le groupe de travail a évolué et est désormais préparé pour l'année prochaine. Ils ont déjà initié le projet Ferrari 2026 depuis plusieurs mois et nous observerons le résultat dès le mois de janvier. Il y a beaucoup d'attentes. Hamilton veut se confirmer chez Ferrari, il veut rester dans l'environnement et il le fera s'il voit des résultats concrets. Mais voyons plutôt comment Red Bull se prépare. Mais qui dit qu'ils ont pris le plus grand risque de l'ère moderne ? 2026 sera un saut dans l'inconnu total, selon Meki. Le grand risque sera de construire une unité de puissance en interne. Avec le partenariat entre Red Bull Powertrains et Ford, l'équipe construira elle-même son groupe motopropulseur pour 2026. Meki le dit clairement, il n'existe pas de défi aussi fou dans l'histoire récente de la Formule 1. Et effectivement, c'est vrai. Dans un règlement où l'unité de puissance est cruciale, se lancer dans un projet entièrement nouveau est un grand risque, mais à long terme, cela peut aussi être un succès majeur. Michi a dit « J'ai entendu le moteur, le son est incroyable ». Dans une vidéo de Red Bull, le directeur a admis avoir entendu le nouveau moteur. Bien sûr, je l'ai entendu, le son est incroyable. Peu importe sa vitesse. La Power Unit est sur le banc d'essai depuis des semaines, et maintenant nous entrons dans la phase critique les 2 derniers mois, où chaque pièce doit être validée pour éviter des désastres sur la piste. Un défi pouvant décider de l'avenir de Verstappen. Le projet 2026 de Red Bull est déjà avancé. Le souci était que personne ne connaît vraiment le niveau des adversaires, ni celui de l'unité de puissance de Red Bull Ford, face à Mercedes, Ferrari, Honda et Audi.
Et c'est là le vrai enjeu. La performance et le moteur seront cruciaux pour convaincre Max Verstappen de rester. Si le moteur est compétitif, Red Bull pourra continuer son cycle gagnant. S'ils échouent, ils risquent tout. Les résultats, le projet technique et même leur quadruple champion du monde. Et c'est vrai, car si Red Bull n'est pas compétitive avec son moteur et ses produits maison, Vestub partira certainement. Il veut une voiture compétitive pour se battre pour le titre. Plusieurs options sont sur la table, notamment Mercedes où Toto Wolff est ouvert à accueillir Verstappen. J'ai montré cette année qu'ils ont essayé de prendre un quadruple champion du monde, mais ils ont gardé Rossi. Mercedes n'a pas besoin de pilote selon moi, car Russell et Kimi sont très forts. Mais certainement, quand vous avez un quadruple champion du monde comme Max Verstappen sur le marché, vous ne pouvez pas l'ignorer, et Toto Wolff l'a dit lui-même. Verstappen envisagera certainement aussi Aston Martin pour remplacer Alonso ou pour prendre la place de Stroll si la voiture avec le moteur Honda est compétitive. Rappelons-nous qu'il y a Adrian Newey dans l'équipe qui peut faire fonctionner les choses, il l'a déjà prouvé par le passé avec McLaren, Williams avec Red Bull, mais selon Ecclestone, Horner pourrait vraiment aller chez Ferrari. En effet, Ecclestone ne s'est pas dérobé lorsqu'on lui a demandé l'avenir de Horner. Je n'exclurai pas Ferrari, là-bas c'est un chaos complet, et Elkann est même en train d'insulter ses deux pilotes. Des paroles très dures et typiques d'Ecclestone qui décrivent parfaitement l'état de l'équipe. L'atmosphère est tendue, les tensions augmentent, et un président qui vient de critiquer Hamilton et Leclerc disant qu'ils devraient moins parler. Ecclestone ajoute aussi une pique. Je n'étais certainement pas en train d'acheter Aston Martin avec Horner. Si Newey est parti de Red Bull, c'est peut-être parce qu'il ne voulait plus travailler avec Christian Horner. Ferrari avait déjà contacté Horner avant qu'il ne soit licencié de Red Bull, mais les discussions n'ont rien donné. La situation a changé, Ferrari a des soucis, Elkann est critiqué après ses propos, l'Assur est sous pression malgré le soutien du président et l'ambiance tendue, un leadership est crucial. Cependant, Horner a une autre voie plus faisable au sein de la Formule 1. Horner aurait trouvé des financiers pour essayer d'acheter une équipe et lancer un nouveau nom comme 12e équipe au sein de la Formule 1. C'est un plan ambitieux mais qui nécessite du temps, des garanties de la fédération et une structure énorme. Un retour immédiat dans le paddock serait plus rapide avec une équipe déjà établie. Rejoindre Ferrari semble complexe car Elkann a confirmé le projet technique ainsi que la direction sous la responsabilité de Vasseur. Cependant, le nom de Ferrari revient souvent, un détail important. Vasseur ne convainc pas. Elkann a exprimé sa confiance avant le Grand Prix des États-Unis, mais une autre vérité émerge en interne. Cette déclaration servait plus à faire taire les tiers qu'à rassurer réellement le team principal. La position de Vasseur, en somme, n'est pas sécurisée et il aura sa dernière chance en 2026. En cas d'échec, peut-être même avant la moitié de la saison, le nom de Horner deviendrait automatiquement le premier sur la liste pour devenir le futur team principal de Ferrari. C'est la pensée d'Ecclestone et nous verrons si elle reflètera également celle de Ferrari. Horner pourrait choisir la voie plus longue d'une nouvelle équipe ou entrer directement au cœur de l'affaire Ferrari pour essayer de construire quelque chose de l'intérieur. Dernière nouvelle flash. Pour le GP du Qatar, 2 arrêts sont confirmés, obligatoires pour tous, et chaque jeu de pneus peut faire au maximum 25 tours. Les tours effectués lors des essais libres sont également comptés, tandis que les tours de formation, de reconnaissance et les tours après le drapeau à damier sont exclus. Le choix remonte à 2024, lorsque le niveau d'usure a atteint des niveaux critiques, consommant trop le pneu avant gauche. C'est pourquoi Pirelli souhaite se mettre en sécurité et éviter qu'il y ait des situations désagréables, comme une possible crevaison qui pourrait mettre en danger les pilotes. Les pneus disponibles seront les C1, C2 et C3, les composés les plus durs de Pirelli. Partagez vos commentaires et avis sur les sujets abordés dans la vidéo. Comme toujours, je vous invite à liker, vous abonner et activer les notifications pour ne rien manquer. Ici de Lassi Tuto, à bientôt pour une prochaine vidéo.